Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. C'est la 52e émission de Et si on parlait de sport. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est déjà la 52e émission, 52 semaines que l'émission existe, un an que vous nous écoutez et pour cela, l'équipe entière vous remercie. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Laurent Garnier, Pauline Gaston-Conduit, accompagnés de nos stagiaires journalistes de l'IEJT, Nathan Coquille et moi-même, Gauthier Ajus, qui réalisons l'émission d'aujourd'hui. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Nous sommes également très heureux d'être accompagnés par nos fidèles chroniqueurs Bernard Pujol et Didier Dom. Bonjour et merci à Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31, nos partenaires, qui nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 52e émission, nous accueillons Fabien Saucirac, directeur du Golf Club de Toulouse, accompagné de Christophe Berthelot, responsable de l'enseignement et ancien entraîneur. Sont également présents avec nous Jean-Denis Ojeda, président du W7 Saint-Jean 31, présent pour nous parler de rugby à 7 en fauteuil pour tous. Il sera accompagné d'Omar Hassan, parrain de l'association, mais aussi ancien international argentin et joueur du Stade Toulousain. Nous aurons une nouvelle fois l'honneur d'avoir Didier Don, coach professionnel et formateur à la tête de la structure Engage and Talent pour la chronique sport et préparation mentale, et Bernard Pujol, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, en première mi-temps, nous aborderons un sport de précision mais aussi stratégique. Le principe, à l'aide d'un club, mettre la balle au fond d'un trou en moins de tentatives possibles. Je vous parle évidemment du golf, comme vous l'avez deviné, une discipline olympique où la France monte en puissance, notamment avec de bons résultats, mais aussi avec Mathieu Pavon, golfeur professionnel originaire de Toulouse, qui bat de vieux records. Et en seconde mi-temps, nous reviendrons sur un terrain avec des distances délimitées et avec une balle ovale. Vous l'aurez compris, nous allons parler de rugby, mais plus précisément de rugby fauteuil. Un sport assez peu connu, pourtant ouvert à tous, et non pas qu'aux personnes en situation de handicap. Comme son nom l'indique, le changement principal par rapport au rugby est que ce dernier se pratique en étant sur un fauteuil roulant. Mais attention, il n'y a pas que ça qui change. Ah, tu laisses du suspense, j'aime ça. Mais avant le coup d'envoi de cette 52e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Et les principaux résultats sportifs de la semaine avec Nathan Coquille. Et on commence ces résultats avec de l'athlétisme, Ligue de Diamant à Oslo, 11e du 5000 mètres en Ligue Diamant. Jimmy Gressier bat le record de France en 12 minutes 54 secondes et 97 centièmes. L'Éthiopien Agos Gebretzwet s'est imposé en réussissant le deuxième meilleur chrono de l'histoire en 12 minutes 36 secondes et 73 centièmes. Et en natation avec le meeting de Barcelone, Florent Manodou s'est imposé sur le 50 mètres nage libre en 21 secondes et 89 centièmes. Omar Nostrum de Monaco, Marie Wattel a signé samedi son meilleur temps de la saison en 57 secondes et 90 centièmes sur 100 mètres papillon. On continue avec de la boxe et le tournoi de qualification olympique. Aucun Français ne s'est qualifié lors du dernier tournoi de qualification olympique à Bangkok en Thaïlande. Émilie Sovenko en moins de 70 kg et Soeb Bouafia en moins de 92 kg s'inclinent au point. Toujours un sport de combat avec du judo et l'Open de Marrakech. Le Français Teddy Riner remporte facilement ses 3 combats, ce qui lui rapporte de précieux points au classement olympique. En tennis et à Roland-Garros, après avoir gagné le premier set, le seul Français en lice, Corentin Moutet, dans le 3e tour, ne nous aura pas surpris face à Sinner. Défaite 2-6, 6-3, 6-2, 6-1. Malgré sa défaite, Moutet nous a quand même régalé en enflammant les tribunes. Il a pris un set quand même à Sinner. Qui aurait mis une pièce sur lui ? Personne. Et on continue avec du cyclisme, le Mercantour classique Alpes-Maritimes. Le Français Lenny Martinez, Groupama FDJ, s'impose pour la 4e étape de la course devant Clément Bartet. Au critérium du Dauphiné, c'est le Danois Mats Petersen qui remporte la première étape après avoir dominé le sprint massif. Circuit franco-belge, c'est au sprint final que l'Érythréen Biniam Girmay, Intermarché Wanchi, a dominé le Français Axel Zingel, Cofidis, qui finit 2e. Et on continue avec du surf et la Tahiti Pro. La Française Vaine Fierro triomphe à TUPO. Un bon présage à l'approche des JO qui se dérouleront sur le même spot. Chez les hommes, c'est Italio Ferreira qui s'est imposé lors de la Tahiti Pro. Le Brésilien a dominé John Florence en finale.
Et du tennis de table, avec les championnats de Chongqing, Félix Lebrun est sorti avant le dernier carré. Le Montpellierin échoue en quart de finale face au 12e mondial, l'Allemand Dang Qiu, en 5-7, 6-11, 3-11, 11-5, 12-10 et 11-5. En tir et les championnats d'Europe en Croatie, la Française Camille Jedrzejewski a été couronnée championne d'Europe de pistolet à 25 mètres. Que s'est-il passé en golf, Gauthier ? En golf, il y a eu les 3e tours du Dormy Open. Au terme d'un final à suspense qui s'est poursuivi jusqu'en play-off, Perrine Delacour s'est imposée pour la première fois sur le Ladies European Tour. Il y avait aussi le canoë-kayak. Le Français Mathurin Adoré a remporté l'étape de Coupe du Monde d'Augsbourg en Allemagne en kayak cross. Chez les femmes, 2 jours après sa victoire en slalom, Camille Prigent a pris la 2e place du cross. Et en basket, demi-finale de Betclic Elite en s'imposant 98-92 à l'Adidas Arena lors du match 5. Les Parisiens se sont offerts une première finale du championnat de France de leur histoire qui joueront face aux champions en titre monégasque. Ces derniers ont gagné Bourg-en-Bresse après 4 matchs. Et ensuite du handball, la Licky Molly Star League, Montpellier et Toulouse s'affrontaient pour le dernier match de championnat et ce sont les Héroltais qui ont pris le dessus sur les Haut-Garonnais à domicile, 33-25. Volley féminin avec la Ligue des Nations. En conclusion de l'étape de Ligue des Nations de Macao, les Bleus ont subi une nouvelle défaite, cette fois face aux Pays-Bas, 3-7-0. Et un peu de football féminin avec les éliminatoires de l'Euro 2025. Les Bleus d'Hervé Renard ont réussi une belle performance en s'imposant en Angleterre sur le score de 2-1, poursuivent leur sans faute avec une 3e victoire en autant de matchs. On continue avec du football, mais cette fois-ci chez les hommes. On commence par un petit tour à l'international avec la finale de la Ligue des Champions. Pour la 15e fois de leur histoire, le Real Madrid s'impose 2-0 contre Dortmund. Et puis en France, barrage d'accession à la Ligue 1. Ce sera dans un match retour fou et après prolongation que Saint-Etienne fait son retour dans l'élite français après 2 ans d'absence. Ils ont gagné contre Metz, réduit à 10 dès la 4e minute, qui descend donc en Ligue 2. Et on laisse le ballon rond pour le ballon ovale avec le rugby à 7, avec le tournoi de Madrid. Les hommes remportent la médaille d'or face à l'Argentine, meilleure nation mondiale sur le score de 19-5. Les filles, quant à elles, se contentent de la médaille d'argent après leur défaite 26-7 contre l'Australie. Rugby à 15 masculin, demi-finale de Pro D2. Vannes a résisté à Béziers en s'imposant 27-21 en demi-finale de Pro D2. Après 3 échecs au même stade, les Bretons s'offrent une première finale et joueront une qualification historique en top 14 samedi prochain face à Grenoble. Il y a aussi le match d'accession à la Pro D2. Narbonne rate l'occasion de monter en 2e division et s'incline face à Montauban à domicile d'un petit point, 19-20. Et en top 14, c'était la 25e journée. Une belle journée pour les clubs d'Occitanie. Perpignan s'impose contre Bordeaux 37-30, tout comme Castres face au Stade français. Et Montpellier contre Lyon 41-26. Finalement, le Stade Toulousain n'a pas suivi cette série après avoir fait match nul au Stadium 31-31 contre La Rochelle. Et un peu de moto GP avec le GP d'Italie. Francesco Bagnaia a encore fait des siennes en s'imposant au Mugello. Plus compliqué pour les Français. Quartararo finit 18e et Johan Zarco finit juste derrière lui. On conclut ces résultats par de la voile avec la 11e étape du Sail GP. En quête de points au classement en vue de la grande finale à San Francisco mi-juillet. Les Français se sont classés 2e. Et merci Nathan de m'avoir accompagné pour donner ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques 2024 sur les chiffres des Jeux. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Nathan Coquille et Bernard Pujol. Dans cette chronique, nous parlerons des Jeux Olympiques en chiffres. Oui, Gauthier, pour commencer, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront le théâtre de 329 épreuves qui auront lieu respectivement en 18 et 11 jours. 14 500 athlètes seront réunis, dont 4 400 athlètes paralympiques, représentant 206 délégations attendues, 28 disciplines olympiques traditionnelles, de l'athlétisme à la natation en passant par la traditionnelle gymnastique, mais aussi 4 nouvelles disciplines, l'escalade sportive, le skateboard, le surf et pour la première fois dans l'histoire des JO, le breaking. Le spectacle sera garanti quand les 16 B-Boys et 16 B-Girls s'affronteront en battle, pour être complètement en franglais, et tout le monde aura compris, sur la place de la Concorde à Paris, transformée pour l'occasion en scène ouverte, devant plus de 11 millions de visiteurs attendus tout le long de ces Jeux. Ce chiffre est un record.
Il faut rappeler que B-Boy, B-Girl, c'est leur nom en fait, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ah, je croyais que c'était du B-Box, moi. Bon, j'avais... Attends, non, mais bon. On l'a reçu le breaking il y a pas si longtemps. Et c'est vrai. Et en fait, c'est leur nom, c'est comme ça que s'appelle ces sportifs. Et tous nos auditeurs s'en rappellent et on attend ça avec beaucoup d'impatience. Pour ces épreuves olympiques, beaucoup de sites, Nathan. Et oui, pas moins de 41 sites olympiques et 20 sites paralympiques accueilleront les athlètes. L'occasion d'embarquer pour un grand tour de France. Outre Paris et la région parisienne, 9 sites ont été retenus en région. La ville de Châteauroux accueillera les épreuves de tir. Lyon, Nantes, Bordeaux, Saint-Étienne, Nice et Marseille se partageront le tournoi de football. Et Lille accueillera les phases finales des tournois masculins et féminins de handball et les matchs de qualification des tournois de basketball. Marseille sera également la capitale de la voile à l'occasion de ces Olympiades qui auront lieu pour la première fois en Outre-mer. C'est bien à Tahiti où les surfeurs se confronteront à la vague mythique de Teapo'o. Gauthier, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la cérémonie d'ouverture ? Eh bien 6 km. 6 km c'est quoi ? C'est la longueur du parcours de la cérémonie d'ouverture qui s'annonce comme la plus grandiose de l'histoire des Jeux Olympiques. Elle a lieu pour la première fois en dehors d'un stade dans le cadre somptueux des berges de Seine. Du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna, le défilé des athlètes sur les embarcations équipées de caméras, en tout 80 écrans géants seront installés le long du parcours, sera ponctué de performances artistiques avec en apothéose un grand final au Trocadéro. La cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques promet d'être un événement spectaculaire. Un total de 10 500 athlètes répartis en 94 bateaux défileront sous les couleurs de 205 délégations. Cette parade nautique captivera une foule immense composée de 326 000 spectateurs enthousiastes, c'est énorme. Parmi eux, 104 000 prendront place sur les quais bas, tandis que 222 000 autres se masseront sur les quais hauts. On a parlé des chiffres des JO, on peut parler un peu des Paralympiques. Bien sûr, on va en parler beaucoup même, puisqu'effectivement, les 10 500 que Gauthier, tu viens de citer, nous ajouterons effectivement nos amis qui sont 4 500 pour les Jeux paralympiques. Ces Jeux proposeront 22 disciplines qui sont prévues dans le cadre de ces Jeux 2024, dont 3 ouverts aux athlètes ayant un handicap mental, para-athlétisme, para-natation et para-tennis de table. 3 seront réservés aux athlètes malvoyants, para-judo, goalball et cécifoot ou football à 5. Pendant les 11 jours de compétition réservés aux Jeux paralympiques, pas moins de 549 épreuves rassembleront les 4400 athlètes paralympiques de 184 délégations. Un symbole fort de la volonté des organisateurs des Jeux de Paris 2024 de créer une dynamique pour renforcer l'inclusion dans la société. Sur le plan sociétal, environnemental, emploi, Nathan, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Eh bien, je peux te dire 150 000, c'est le nombre minimum d'emplois qui seront créés avec les Jeux de Paris, de quoi donner un sérieux coup de fouet à l'activité économique et sociale. Paris 2024 va faire appel à 1900 entreprises prestataires, dont les 3 quarts sont des TPE, PME et 182 structures de l'ESS, économie sociale et solidaire. Et plus question de faire l'impasse sur le sport lors des vacances en France. 5000 équipements sportifs de proximité sont en train d'être rénovés et rendus accessibles à l'occasion des Jeux de Paris. Sur le plan foncier et environnemental, qu'as-tu à nous dire, Gauthier ? Mais il n'y a pas que ces équipements sportifs qui seront mis à la disponibilité des gens, parce qu'une fois les Jeux de Paris 2024 terminés, ce seront 8876 arbres qui seront plantés sur le site du village olympique et paralympique de Seine-Saint-Denis, qui sera transformé en quartier de ville avec 6 hectares d'espaces verts, dont un parc public et des espaces végétalisés dédiés aux piétons et aux mobilités douces. Utilisation de matériaux biosourcés, recours à la géothermie et aux panneaux solaires, architecture favorisant la circulation de l'air, accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite. Ce nouveau quartier de 2800 logements pouvant accueillir 6000 habitants vise l'excellence environnementale, un véritable laboratoire pour la ville du futur, éco-responsable et fonctionnel. En conclusion, on peut dire que les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront marqués par 329 épreuves, 10 500 athlètes et des nouveautés comme l'escalade sportive, le skateboard, le surf et le breakdance. Les Jeux paralympiques, quant à eux, comptent 549 épreuves et 4400 athlètes. La cérémonie d'ouverture sur la scène et les compétitions à travers la France promettent un spectacle grandiose du 26 juillet au 8 septembre prochain, avec 150 000 emplois créés et un village olympique éco-responsable.
Ces jeux laisseront un impact durable et positif. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Jeux Olympiques sur les 4 nouveaux sports qui intègrent les Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Fabien Soucirac, directeur du Golf Club de Toulouse, accompagné de Christophe Berthelot, responsable de l'enseignement, mais aussi entraîneur. Bonjour Fabien, bonjour Christophe, bienvenue dans cette émission. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots qui vous êtes ? Tu commences, Christophe ? Alors moi je suis Christophe Berthelot, responsable de l'enseignement du Golf Club Toulouse. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Au Golf Club Toulouse, j'ai eu la chance de commencer sur ce beau club qui est en perpétuelle évolution. Et donc moi je suis en charge de l'enseignement avec toute l'équipe des pros du Golf Club de Toulouse qu'on essaye d'animer cette structure. Et donc Fabien Soucirac, j'ai 37 ans. Enfance sportive loin du golf, que j'ai eu donc la chance de rejoindre après une licence STAPS et un master de management en 2009 et que je dirige donc depuis 2014. Nous avons déjà reçu le golf dans cette émission, je ne vais pas vous demander de faire une longue présentation du golf, mais seulement en quelques mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe ? C'est assez facile en fait, c'est un vieux sport puisque aujourd'hui on va en parler j'imagine, c'est un sport olympique qui est revenu dans l'olympisme il y a quelques années. C'est tout simplement un sport pour tous, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est voué à un grand public. C'est méconnu dans notre pays mais c'est en voie de démocratisation, c'est en voie de quelque chose qui va aller vers le grand public, j'en suis persuadé, parce que c'est un sport vraiment très challenging. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer. Et donc merci à vous de nous accueillir pour parler de ça. Comme tu l'as dit, c'est un sport olympique. En France, on n'a pas encore de sélectionnés, mais il y en a quelques-uns qui sont pressentis pour être sélectionnés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 2 hommes et 2 femmes représenteront la France pour les JO de Paris. Chez les garçons, Mathieu Pavon tient la corde, c'est le fils de Michel Pavon. Il est né à Toulouse, donc il faut quand même pouvoir s'inventer un petit peu. Il a fait ses armes à Bordeaux, mais voilà, ça a été même le numéro 1 mondial, le numéro 1 du classement mondial de la FedEx Cup en début d'année. Donc lui, il représentera la France. Il devrait être accompagné de Victor Pérez, qui est un Tarbé, qui est également dans le top 100 mondial, et le 3e Romain Langasque semble avoir un petit peu trop de retard pour pouvoir rejoindre le groupe. Et chez les dames, on a la chance en France d'avoir la 3e joueuse mondiale qui est Céline Boutier, qui devrait être accompagnée très certainement au regard de son résultat de ce week-end de Perrine Delacour, puisqu'elle a gagné un tournoi sur le Tour européen ce week-end. Et tu nous parles justement de résultats, c'est la question d'après. Est-ce qu'il est possible de nous faire un retour sur les derniers événements sportifs du golf, un petit point sur les résultats et les forces en présence ? On a eu au niveau français un début de saison assez tonitruant qui faisait suite à la très belle saison de Céline Boutier, puisqu'elle a remporté l'Evian Championship en 2023 et c'était une première pour une joueuse française. Elle a tutoyé les sommets et s'est installée dans la hiérarchie mondiale du golf féminin. Après, on attend une très grande victoire, on va dire, d'un homme. C'est ce qui manque un petit peu à notre discipline. Une grande réussite dans un des 4 tournois majeurs pour un joueur français. Peut-être qu'avec Mathieu Pavon ou un Victor Pérez, ça pourrait arriver. On va les guetter dans les prochains jours. Moi, je vais juste rajouter concernant Mathieu Pavon, on a la chance d'avoir cette année 3 Français sur le PGA Tour. Il n'y en avait jamais eu sur les années précédentes. Ça n'avait jamais existé. Aujourd'hui, on a 3 Français sur le PGA Tour. Le PGA Tour, c'est un petit peu la référence du golf mondial. C'est vraiment là où évoluent tous les grands joueurs, les Tiger Woods pour le grand public, les Rory McIlroy qui est aujourd'hui le numéro mondial. Enfin voilà, il y a tous les grands noms du golf sont sur le PGA Tour. Donc aujourd'hui, nous avons 3 Français et donc Mathieu Pavon qui en début d'année a gagné un des plus beaux championnats de ce circuit. Donc ça l'a mis en tête du classement FedEx Cup qui est le ranking de ces compétitions. Et donc du coup, on a toujours ce Français là qui est dans les 10 premiers. Et hier soir, sur nos télés, on l'a vu à 23h, Victor Pérez qui a fait une belle 3e place sur le PGA Tour. Donc ça veut dire que le golf français
contrairement à un peu à les idées reçues, les Français, pourquoi ils y sont pas? Les Français y sont. Il y a 3 Français sur le PGA Tour et il y a une quinzaine de Français sur l'European Tour. On pourrait dire c'est la 2e division mondiale. Donc le golf français existe bel et bien. On vient de gagner un championnat d'Europe avec les garçons en amateur. Donc le golf français est très bien représenté sur le plan mondial. Tu me parles de PGA, tout ça, c'est des acronymes, tu peux me dire oui, ce que ça exactement. signifie, c'est pas évident pour tout le monde. Bien sûr, le PGA Tour, en fait, c'est la première division mondiale. En fait, c'est le Professional Golf Association. Et donc le PGA Tour, c'est l'institution qui organise les championnats pour les professionnels. On va faire un retour en Occitanie. Est-ce qu'il est possible désormais de faire un tour d'horizon sur le golf en Occitanie? Comment est organisé ce sport dans notre région? Il n'y a pas loin de 70 clubs dans la région, donc ça a la place au 3e rang national en termes de nombre de structures. En termes d'organisation, on est dans des structures qui ont une association, qui gèrent le club, comme c'est le cas chez nous ou pas. Des golfs commerciaux ont des associations qui résident et qui sont affiliés à la Fédération française de golf. Nous, on dépend de la Ligue de golf Occitanie. C'est celle qui régit l'organisation des compétitions régionales par équipe et qui met en place toute la politique d'accompagnement des meilleurs jeunes sur de l'entraînement collectif avec des teams élites pour les meilleurs d'entre eux et puis qui aide quelques-uns des meilleurs joueurs de la région. Voilà, donc ça c'est l'organisation régionale, elle est celle-là. Après, chaque club est autonome, chaque club est libre d'organiser et de fidéliser ses licenciés comme il l'entend. Voilà, donc on a tous une approche un petit peu différente. Chez nous, la nôtre, elle est plutôt conviviale, familiale et assez portée vers un esprit club qu'on essaie de développer. Il y a des structures qui sont sur un schéma un petit peu différent, un petit peu plus commercial, avec une région quand même qui est aussi touristique, puisqu'on a la chance en Occitanie de compter pas mal de golfs sur la côte méditerranéenne, autour de Montpellier, de Nîmes, etc., avec des golfs qui ont une belle renommée touristique, sachant que Toulouse, avec une douzaine de golfs quand même sur Toulouse et sa périphérie, n'est pas culturellement, comme tu le disais Christophe, une région très ancrée golf. On a un peu de boulot et on s'attache à en faire parler. On va en parler. Pouvez-vous faire une présentation du Golf Club de Toulouse désormais? En fait, moi, ça fait 25 ans que je fais grandir le club et que le club me fait grandir. Parce que je crois que c'est une histoire commune. En fait, j'ai la chance d'avoir des dirigeants qui me laissent œuvrer, faire du sport. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'avoir plein de jeunes autour de notre club. On a 140 enfants à l'école de golf, donc on est assez fiers de notre école de golf parce qu'elle est sportive. Et moi, je suis un entraîneur, donc au sens premier du terme, je veux entraîner la discipline. Et ce matin, j'étais à 8h en cours et je vais retourner après cette émission. Et donc ça, c'est vraiment super de pouvoir, je dirais, vivre de sa passion et partager cette passion parce que c'est grisant. De 10h à 14h, j'ai fait 18 trous avec un élève où moi aussi, j'ai tapé la balle. Je crois que c'est important qu'un entraîneur puisse montrer la discipline. C'est une discipline qui est très technique. Et donc, du coup, c'est vraiment au Golf Club Toulouse, on partage cette passion qui est le golf avec un parcours qui est sur les hauteurs de Toulouse, c'est au-dessus de Rangueil, là, c'est sur le village de Vieille-Toulouse. Et donc, c'est un site très très beau avec la Garonne, les Pyrénées, tout Toulouse. On domine vraiment tout ce site-là, c'est vraiment très beau. Le parcours est très très bien entretenu, ce qui est une marque de fabrique de notre club. Donc voilà, donc ça c'est un support, mon bureau comme j'aime l'appeler, qui est vraiment très porté sur le bien vivre ensemble, et ça c'est pour moi très important. Quelque chose à ajouter? On a la chance d'avoir aussi pas mal d'entreprises du réseau toulousain qui nous accompagnent, qui ont été à l'initiative de ce que présente Christophe. Là, en 2009, on a eu une prise de conscience peut-être avec la montée de l'équipe première dame en première division nationale. On a fédéré un club d'entreprise autour de ce projet-là. Ils nous ont énormément aidés pour permettre d'amener les joueurs et les plus jeunes notamment jusqu'au plus haut niveau. Donc voilà, ça en fait un club assez dynamique, assez réactif. Il y a un groupe WhatsApp qui suit les événements de toutes les compétitions des gamins qui est alimenté en permanence parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui travaillent du coup quand les équipes sont en compétition. C'est un club qui mérite d'être connu parce qu'il est assez fort en termes de convivialité et de savoir vivre ensemble. Un club en pleine dynamique qui va changer dès septembre 2024 avec l'ouverture d'une structure sport-études. En quoi va-t-elle consister? En fait, on a déjà connu une première version de cette structure de performance en 2020 pendant 2 ans. On l'a fermé parce qu'on n'avait pas pu aménager de temps scolaire pour les gamins. Donc après avoir passé 35 heures au collège, ils venaient s'entraîner vers 25 heures chez nous au golf. C'était un peu trop lourd. On a l'initiative de parents on s'est remis au boulot pour essayer d'ouvrir quelque chose et on ouvre un golf études
à partir de la rentrée de septembre, où on va accueillir 6 jeunes, 4 de la région, 4 du club et 2 qui nous rejoignent pour avoir une scolarité avec une structure externe et en visio les matins sur notre site et pouvoir s'entraîner l'après-midi au golf avec un accompagnement de la part du club sur les tournois, la préparation mentale, la préparation physique, enfin, voilà, tout un univers dédié à la performance qui va nous permettre de relayer le plus haut niveau d'enseignement qu'on avait chez nous à l'école de golf avec seulement 4 heures encadrées, on va dire. On avait un gap entre notre plus haut step d'école de golf et après les centres de performance de la fédération ou les FAQS, puisqu'on a beaucoup de joueurs après qui ont d'autres choix pour pouvoir continuer à s'entraîner avec beaucoup d'intensité et de suivre un double projet que de rejoindre les FAQS. On a souhaité proposer à des jeunes une alternative avec ce sport-études qui a fait le plein, donc on en est assez fiers, assez heureux. Donc un vrai double projet, éducation et sport. Exactement. Christophe, on va partir sur toi un peu. Tu as gagné les championnats Europe Dames en 2021, mais je me pose une question, comment du coup est-ce qu'on s'entraîne au golf ? Juste un petit peu d'historique, on a effectivement gagné le championnat d'Europe. En amont de ça, on est monté en première division. On est monté en première division en 2010 et on est toujours en première division. Et au bout de, donc on l'a gagné en 2019. Au bout de 2020. En 2020, on a gagné la Golfers. Donc la Golfers, c'est le championnat de France première division de dames. On a gagné cette compétition qui nous a donné le droit à faire le championnat d'Europe. Et effectivement, on a gagné puisque, comme dit un collègue parisien du Racing Club de France, le doublé championnat de France, Coupe d'Europe, la base. Donc effectivement, on a eu la chance de faire ce doublé championnat de France où l'histoire est quand même assez belle. Je peux tenir 2 heures là si vous voulez, donc je vais essayer d'être assez bref. Mais effectivement, le championnat d'Europe, c'est une compétition où tous les champions de chaque pays se regroupent et il y a 3 joueuses et sur 3 tours. Voilà, et donc on a su ces 3 joueuses, on garde les 2 meilleurs scores et on fait un classement des 3 jours et effectivement on a gagné ce championnat avec les Hollandaises, les Espagnols. Enfin, mais comment on les prépare surtout à ça pour les entraînements ? En fait, on a la particularité au Golf Club de Toulouse d'avoir des joueuses d'un petit peu partout. Donc moi je passe énormément de temps au téléphone et en visio. J'ai d'ailleurs mes joueuses américaines. Quand je dis mes joueuses américaines, ce sont des Françaises qui sont en FAQS. Et il faut savoir que dans les FAQS, il n'y a pas d'entraîneur, ou pas souvent, pas tout le temps. Et moi, j'ai 3 joueuses sur 4 qui sont aujourd'hui dans mon équipe. Je les entraîne par vidéo, c'est-à-dire elles m'envoient des vidéos, je corrige les vidéos. Et puis après, on fait des FaceTime et puis je les corrige par vidéo. On parle beaucoup. C'est une discipline où la préparation mentale, avec Didier à ma gauche, qui est un de nos préparateurs mentaux, c'est vraiment très important. La dimension mentale à ce jeu est très présente, comme la préparation physique. Donc en fait, moi je dirais plus qu'un entraîneur. Aujourd'hui, je suis un manager de la performance, où je suis en relation avec tous les entraîneurs, même les entraîneurs d'autres clubs, puisque j'ai des joueuses qui jouent dans mon équipe, qui s'entraînent sur d'autres structures. Et donc j'appelle les entraîneurs, et puis on échange sur le profil du joueur ou de la joueuse, sur les nécessités, sur la prise de conditions physiques, la prise de distance, la régularité, les statistiques. Enfin, il y a tout un panel de la performance qu'il ne faut pas négliger. Et donc moi, en tant que manager de la performance, je suis capable d'appeler une joueuse aux États-Unis où on fait un FaceTime, et puis d'appeler l'entraîneur qui est dans le Languedoc parce que j'ai une joueuse qui s'entraîne là-bas, et ainsi de suite. Tu m'as dit que tu pouvais en parler pendant 2 heures, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Tu m'as dit aussi que j'ai vu que tu es ambassadeur du club, et quand on en a parlé au préalable, tu m'avais parlé d'un point qui te tenait à cœur, c'est ton ADN. Quel est ton ADN ? Comme j'ai dit en début d'interview, moi j'ai la chance de faire évoluer le Golf Club de Toulouse, et le Golf Club de Toulouse me fait évoluer parce que je suis en perpétuel échange avec Fabien, bien évidemment, et puis les dirigeants. C'est une structure associative, donc on a des dirigeants qui sont des bénévoles à qui aujourd'hui on a souvent le même âge. Moi ça fait 25 ans que j'évolue au club, donc j'y suis arrivé à 24 ans. Donc j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, donc ça fait même 27 ans que je suis au club. Et donc voilà, donc j'ai cet amour du club, et je pense qu'il me le rend. Donc voilà, donc il y a toujours cette évolution perpétuelle avec des projets comme Fabien vient de l'expliquer avec le sport-études. Moi, je suis ravi d'être responsable de ce sport-études sur un plan sportif, où on a des familles d'accueil qu'on est en train de préparer, qui sont dans le village. Enfin voilà, il y a tout un process qui fait qu'aujourd'hui, les membres se fédèrent au Golf Club Toulouse, et le Golf Club de Toulouse se fédère aux membres. Quand on est chef d'orchestre de ça, il faut avoir une vraie dynamique, un vrai engagement pour le club, et moi j'adore ça, donc c'est super.
Pour le mot de la fin, question pour vous deux. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un, un jeune, un adulte, n'importe, qui compte se lancer dans le golf ? À un Toulousain, je lui conseillerais de venir sur un de nos temps d'initiation. On fait les initiations le lundi, vendredi, le dimanche pour découvrir la pratique. C'est vrai que pour notre discipline, tout le monde n'ose pas forcément toujours pousser la porte du clubhouse. Donc je crois que c'est une discipline, l'a dit Christophe tout à l'heure, qui s'est énormément démocratisée, qui a pas mal évolué. Après l'initiation, il faut passer entre les mains expertes de nos pros, de nos enseignants, pour commencer à aller sur le parcours rapidement. En fait, c'est un petit peu ce qui change par rapport aux méthodes d'enseignement. Si on fait un focus il y a 20 ans et aujourd'hui, on envoie les gens directement sur le parcours pour qu'ils soient au contact de la nature. Enfin, le Golf Club de Toulouse, c'est 55 hectares de verdure, c'est un bol d'air permanent, c'est une pratique qui se joue du lever du jour jusqu'à son coucher. Donc voilà, moi je lui conseillerais de commencer une fois. En général, on a du mal à s'en défaire après. Donc voilà, c'est plutôt une pratique addictive. Et puis après, c'est souvent une belle seconde vie sportive. Le golf, on a beaucoup d'anciens sportifs, qui soient individuels ou collectifs, qui s'y retrouvent et qui retrouvent dans notre discipline des valeurs qu'ils ont connues. Il y a quelques freins physiques qui obligent certains sportifs à arrêter leur carrière. Mais voilà, ça nous permet de pouvoir avoir une discipline qui se pratique en famille. Et ça, c'est assez rare. Aujourd'hui, avoir un sport où des personnes d'âge et de niveaux différents peuvent jouer ensemble, chacun en partageant un moment de 2 ou 4 heures avec le même plaisir, c'est assez rare. Et au golf, c'est possible. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut venir essayer le golf. Avant de pousser la porte du clubhouse, on peut aussi vous retrouver sur Internet avec le site golfclubdetoulouse.fr. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Merci pour ces témoignages et vos interventions dans l'émission Et si on parlait de sport ? Bonne continuation pour tous les projets et le développement du golf dans la région. Vous êtes le bienvenu dans l'émission quand vous le voulez. Maintenant, place à notre chronique sport et préparation mentale avec Didier Don, coach professionnel qui vous guide à travers les défis de la vie, vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu. Et si on parlait de sport ? La chronique. Et oui, c'est la chronique sport et préparation mentale avec Didier Don. Bonjour et bienvenue Didier. Bonjour à tous. On le rappelle, tu es coach professionnel et formateur à la tête de la structure Engage and Talent avec 30 ans d'expérience dans le sport de haut niveau. Tu accompagnes les athlètes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on va parler de l'instant présent. Est-ce que tu peux nous en dire plus, décrire ce que c'est ? Alors, je vais surtout parler de l'ici et maintenant. En fait, l'ici et maintenant, c'est simplement à un moment donné rester connecté à ce que l'on vit et ce que l'on ressent. En fait, on a un cerveau qui bouge en permanence, la pensée, elle peut passer dans le futur, elle peut passer dans le passé. Mais en fait, l'exercice, et notamment dans le sport particulièrement, c'est être en pleine conscience de votre ressenti dans votre corps, dans vos gestes et dans le mouvement. En fait, on est une société qui ne ressent plus. On est une société qui explique tout, mais en fait, on n'est plus du tout en connexion avec soi-même. On n'est plus en connexion avec le corps. Et on le découvre beaucoup plus tard. Les gens qui font du yoga, qui font de la méditation, en fait, c'est l'exercice exact de revenir à l'intérieur. Mais ceux qui le font vraiment, c'est aussi les sportifs de haut niveau. Le sportif de haut niveau, il est obligé de se connecter à ce qu'il va faire, ce qu'il va se construire, parce qu'il est d'abord lié par l'entraînement. L'entraînement lui permet de faire, mais il y a une variable il y a des variables qui arrivent après qui vont modifier son geste, qui vont modifier son attitude et qui vont modifier les situations. C'est la compétition, c'est la pression, c'est le stress, c'est la peur de l'adversaire. Tu rencontres Djokovic, comment je vais gérer ça? Et en fait, comment moi je vais rester dans l'instant présent? D'abord, parce que je crois à ce que je vais faire, je veux gagner, donc je mets tout en place. Et après, il y a ma capacité, moi, de pas en sortir de cet état-là. C'est ça ce qu'on appelle l'état présent, l'état de l'ici et maintenant. Dans tout travail que je fais avec les golfeurs de Vieille Toulouse, que ce soit les nageuses ce week-end en natation synchronisée, c'est comment je reste dans l'instant présent, comment je suis capable à un moment donné de, malgré la situation, malgré la complexité de l'exercice, je peux moi rester ici et maintenant. Et en fait, cet espace de conscience allégé qui accueille les événements à venir et qui vont vous soumettre à une solution satisfaisante. Parce qu'en fait, le but, c'est dans une situation complexe, trouver quelque chose qui devient facile parce que j'ai l'habitude. Et je vais prendre l'exemple du golf, puisqu'on parle de golf aujourd'hui. Je demande à tous les athlètes, ton meilleur score, c'était quand?
C'était quand? T'as joué combien? -3, -4. Et puis j'ai comment tu étais? Je sais pas, j'étais là, je jouais, je tapais à la balle, je me faisais plaisir. En fait, ils sont restés dans l'instant présent. Ils étaient ni derrière ni devant. Ils vivaient cet instant présent. Et ça, c'est des moments de vie. Alors, certains, c'est éphémère, ça arrivera 1 ou 2 fois dans la vie. Et certains, ils l'entraînent. C'est un entraînement dans l'ici et maintenant. Et là, vous allez arriver à un moment donné à aimer cet état-là et ressentir votre corps dans le geste. Et justement, comment tu les accompagnes à rester dans le moment présent? Parce qu'à chaque fois, je reviens dire, et là, qu'est-ce que tu ressens? C'est la différence entre un entraîneur et un préparateur mental. Le préparateur mental, il part de qu'est-ce que tu ressens? Et l'entraîneur dit, tu dois mettre tes mains là, tu dois te placer, tu dois respecter des angles. Il y a une grande théorie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et moi, je pars de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu ressens? Où sont tes mains? Est-ce que tu sais que ces mains, parce que c'est un exercice qui dit que tu dois descendre tes mains ou tu dois tourner. Est-ce que tu sais que tu tournes? Et il y a les 3/4 des gens, ils savent pas qu'ils tournent ou ils savent pas qu'ils descendent les mains. Et ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc, mon exercice à moi va leur demander à toi de trouver, de ressentir ton corps pour amener quelque part une partie de toi dans cette zone-là qui va correspondre en fait à ce que le technicien lui aura appris avant. Parce que il y en a un c'est à l'interne et l'autre c'est à l'externe. Merci Didier pour ton renseignement. On peut te retrouver sur agangeandtalentdidierdom.fr. C'est bien. Juste, je voudrais rajouter une chose. Il y a Jean Piaget qui dit « L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. » Et pour moi, c'est ça. Merci Didier pour cette nouvelle chronique sport et préparation mentale. Bonne continuation pour la suite et à bientôt pour de nouveaux conseils. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités Jean-Denis Ojeda, président du W7 Saint-Jean 31, présent pour nous parler du rugby à 7 en fauteuil pour tous, avec Omar Hassan, parrain de l'association. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Retour dans l'émission et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Jean-Denis Ojeda, président du W7 Saint-Jean 31, présent pour nous parler de rugby à 7 en fauteuil pour tous, avec Omar Hassan, parrain de l'association. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Comme on a l'habitude à chaque interview, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et votre parcours sportif? D'abord, merci à vous de nous inviter et essentiellement pour cette mise en lumière de ce sport qui est un peu atypique. Donc, je m'appelle Jean-Denis Ojeda. Je suis un ancien joueur de Maison Lafitte en seconde division. Nous sommes appelés les légendes encore vivantes. J'en suis désolé. Et toi, Omar? Et moi, Omar Hassan, bien sûr, argentin de naissance et français d'adoption depuis pas mal de temps. Et je suis un ancien joueur professionnel de rugby, du Stade Toulousain, Agen, Auch et de l'équipe d'Argentine. Et aujourd'hui, je suis chanteur lyrique, comédien. Pouvez-vous nous parler de la genèse de l'association W7 Saint-Jean 31 et de ce qui vous a motivé à la créer? C'est relativement simple. En fait, celui qui est à la base de tout ça n'est même pas au courant. J'aurai la chance de le rencontrer a priori cet été pendant le Water Rugby. Depuis plusieurs années, je vais l'été voir le Water Rugby sur les quais. Et il y a 3 ans, une voix nous a incité à venir un petit peu plus vite, quasiment au courant, parce qu'il y avait une démonstration d'une nouveauté. Et en présentation sur la barge, mise en place par Yann Delegue, le Water Rugby, en démonstration, donc ils ont fait venir 14 fauteuils. Le match s'est déroulé avec des règles de base. Et à la fin du match, tout le monde s'est mis à l'eau. C'est tout bête. Les fauteuils, eux, flottent. Et pourquoi cette genèse? C'est que je suis toujours un anonyme. Et dans les tribunes, en haut, il y a un type à côté de moi qui a dit « Mais
je vais enfin pouvoir jouer au rugby avec mon fils handicapé. J'ai dû le dévisager, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc voilà, un chemin un petit peu chaotique pour moi, puisqu'une période, il y a 3 ans, compliquée. J'ai mis 3 ans quasiment à rencontrer le président, Wallis Alvan, et on en est là aujourd'hui, puisque le club est né en février. Et alors, quels sont les principaux objectifs de votre association et comment envisagez-vous de les atteindre ? Les objectifs, c'est d'atteindre ce que l'on s'est fixé. On a eu la chance d'avoir Omar qui est venu à notre Open Day le 16 avril. Le 16 avril, on a eu à la louche 120 ou 150 personnes qui sont venues. Il faisait pas très beau. Mais par contre, sur les 120-150 personnes, on a eu, une 60aine de pratiquants. En fait, des valides et des personnes en situation de handicap, puisque c'est ce que nous regroupons. On va de 7 à 77 ans et on veut monter ce club parce qu'il est générateur de sourire, il est générateur de bonheur. Et puis surtout, le fait de mélanger tout le monde ensemble. C'est le rugby pour tous, enfin. Comme l'a dit très justement ce monsieur, j'espère qu'il se reconnaîtra et qu'il écoutera l'émission, j'ai eu comme une révélation. C'est ça que je veux faire, puisque je ne peux plus jouer. Et alors, tu parlais de règles. Est-ce que justement tu peux nous expliquer les règles du rugby à 7 en fauteuil et comment il se joue ? Mais le rugby à 7 en fauteuil respecte les règles fondamentales du rugby. La passe en arrière, le ballon ovale, les mêlées et les touches. Oui, on peut rentrer dans le détail. Comment faire une mêlée en fauteuil ? On a un arbitre qui met la balle au milieu. On est 3 en randonnion. Et on va disputer le ballon ovale à la main pour le passer derrière afin de pouvoir réaliser l'objectif qui est de marquer un essai derrière la ligne. Les touches se font de la même manière. On met côte à côte 3 fauteuils qui représentent le pack. Vous avez les 3/4 qui sont en attente du ballon et on se passe la balle en arrière. Avec certains qui ont eu la gentillesse d'user leurs épaules et leurs fessiers, dont un qui s'appelle Omar Hassan, qui le lendemain matin m'a appelé en me disant « Écoute Jean-Denis, j'ai mal aux épaules, mais je crois que ça lui a plu. » Et quels sont les critères pour rejoindre le club et comment s'effectue le processus d'inscription ? Alors les critères sont très très sélectifs, puisqu'il faut avoir de 7 à 77 ans, il faut être une femme ou un homme, il faut être valide ou en situation de handicap, sportif ou pas sportif, en fait tout le monde est là. Et on a eu quelques surprises avec des résidents de l'association Fonds Perret qui regroupe, des polytraumatisés, dont un garçon qui nous a fait le bonheur d'être là, qui m'a fait chialer, puisque quand je l'ai rencontré, donc ce garçon s'appelle Robin David, il est en fauteuil électrique, il n'a qu'un joystick. Et quand je l'ai rencontré à la mairie de Saint-Jean, je lui ai dit, écoute, viens avec nous, tu joueras avec Omar Hassan. Il m'a regardé, il m'a dit, mais ça va pas. Moi, handicapé, je vais jouer avec Omar Hassan. Je lui ai dit, arrête, viens jouer avec Omar Hassan. Il s'est mis à pleurer et il a joué avec Omar Hassan. Et comment formez-vous et entraînez-vous les nouveaux joueurs, en particulier ceux qui n'ont jamais joué au rugby auparavant ? Je dirais que c'est une qualité que nous recherchons, puisque, en l'occurrence, l'expérience de l'Open Day, en fait, le président de la Fédération internationale qui a eu la gentillesse de nous prêter ses fauteuils pour qu'on puisse faire notre Open Day, c'est Wallis Alvan, était à la porte, à l'entrée du gymnase, et a mis systématiquement, pas de force, mais a gentiment convié tout le monde à mettre ses fesses dans un fauteuil. Pas de qualité particulière, juste avoir envie de regarder peut-être quelqu'un en mobilité réduite au même niveau, puisqu'on ne regarde plus quelqu'un qui est en fauteuil de haut vers le bas, mais exactement au même niveau. Et sur le plan logistique et financier, quels sont les défis auxquels votre association est confrontée, notamment pour financer les fauteuils nécessaires pour la pratique du rugby fauteuil ? Alors j'adore votre question, bien entendu, puisque nous cherchons à lever des fonds, donc c'est tout à fait adapté comme question. Nous sommes donc une association 1901 qui permet aux donateurs particuliers ou entreprises de profiter d'une défiscalisation. Pour un particulier, c'est 66% l'année du don. Pour une entreprise, c'est 60% escamotable ou en tout cas qui peut intervenir sur les 5 années à venir. On imagine une entreprise qui fait un don en 2024, qui n'a pas d'impôt sur les sociétés en 2024, mais en 2028, cet impact-là, de cette économie d'impôt représentée par 60%,
sera impacté sur son imposition en 2028. Ce que nous donnons en échange, donc c'est de la publicité pour l'entreprise au moyen d'enjoliveurs de 60 cm et qui, elle, va rester sur le fauteuil financé pendant plus de 5 ans. Donc c'est assez rare, on fait un don et on garde une publicité pendant 5 ans. Comme pour le golf, on va poser la même question. Quel conseil tu donnerais aux personnes en Occitanie qui souhaitent pratiquer le rugby à 7 en fauteuil pour toutes et tous et souhaitent intégrer votre association ? Alors je leur demande de ne pas venir avec des clubs de golf parce que c'est pas utile. On fournit tout le reste. Pas besoin de chaussures particulières. Il y aura ensuite, peut-être pour un problème d'hygiène, si la personne veut acheter des mitaines afin de ne pas se faire mal aux mains, d'avoir envie de jouer. J'ai tenu à nous affilier à la Fédération française de sport pour tous. Déjà une pour avoir cette affiliation, mais surtout afin de pouvoir émettre des licences, je dirais, à des prix défiant toute concurrence. Quand bien même une famille aujourd'hui voudrait faire du sport, on se rend compte que bien souvent les parents ne signent pas de licence au profit de leurs enfants parce qu'une licence à 200 €, c'est toujours très cher. Je vais avoir des licences aux alentours des 50-60 € maximum. Merci Jean-Denis. On va passer à toi, Omar. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir le parrain de cette association qui est W7 Saint-Jean 31 ? Alors c'est tout simple, non ? Je crois que le moment, l'histoire avec Jean-Denis, c'est tout simple comme je la raconte. J'ai reçu un message sur LinkedIn en me racontant, de dire est-ce qu'on peut se rencontrer et donc on a discuté d'abord au téléphone, il me semble. On s'est rencontrés, moi je l'ai dit, qu'il y avait cette journée découverte et puis la création de ça, rugby fauteuil. Moi j'avais la chance déjà d'avoir eu connaissance de cette pratique, soit lors du water rugby et puis aussi quand je suis venu voir des différents types des disciplines, soit comme on dit, on sait jamais, le rugby à 13 fauteuils, il y a aussi les baskets, l'handi-basket, donc moi je trouvais que c'était déjà une action qui partait vraiment du cœur et c'est vraiment un vrai défi que Jean-Denis qui s'est mis, c'est un challenge énorme, donc je pense que c'est important aussi de soutenir. Je pense que nous, moi en tant qu'ancien sportif et tout, notre devoir c'est aussi de servir un peu de pont, de lien entre des gens qui veulent faire des choses dans ce cas-là pour les clubs W7 rugby fauteuil de Saint-Jean. Le club est né, donc bon, il manque déjà quelques fauteuils, hein, mais bon, il manque des fauteuils, oui. Mais bon. Et comment tu vois ton rôle en tant que parrain de l'association ? Bon, mon rôle, humblement, c'est essayer comme je viens de le dire, de servir des liens et de permettre à tous ceux qui veulent vraiment aider à la création de ces clubs. Il y a pas que ça. Donc après, il y a un objectif plus important, c'est, comme l'a dit Jean-Denis, de réunir. Donc on parle de sport pour tous. Ce n'est pas parce que aujourd'hui on a la chance vraiment de recevoir sur notre sol les JO. On a vécu déjà en 2023 la Coupe du Monde de rugby quand même, donc c'est quand même on a une chance énorme en France de vivre 2023-2024 sur le sport. Là, on va accueillir à Paris, mais c'est sur tous les territoires finalement ces JO olympiques et paralympiques. Donc, je pense que c'est important aussi de continuer sur cette lancée que le sport nous donne. Et en tout cas, finalement, le fait de dire de ce type de rugby fauteuil, que j'ai l'essayé à 7, rugby fauteuil à 7, que j'ai l'essayé, et je pense que finalement, c'est ça le but de ça, de pouvoir que tout le monde, valide ou pas valide, ou moins valide, peu importe, puisse être sur un fauteuil et finalement partager un moment ensemble. Voilà. Comment le rugby à 7 en fauteuil pour toutes et tous se distingue-t-il du rugby fauteuil traditionnel ? J'aurais tendance à dire à tous les niveaux. Si je voulais faire une parabole, je dirais qu'on ne va pas pouvoir comparer le cassoulet avec la paella. Pour une simple raison, tout nous différencie. Déjà le ballon, donc nous n'avons que rugby en commun,
Au rugby fauteuil, à ma connaissance, c'est un ballon rond, soft, mou, pour que les joueurs puissent jouer. Nous avons un ballon ovale. Eux passent la balle en avant. Nous ne la passons qu'en arrière, sinon c'est sanctionné par une mêlée. Et puis je dirais financièrement, alors désolé d'être pragmatique, mais à ma connaissance, le fauteuil du rugby fauteuil est déjà sur mesure. C'est un fauteuil qui va coûter de 8 à 14 000 euros. En ce qui nous concerne, on est à 1 200 euros maximum TTC. Donc si vous faites le compte, 1 200 euros, moins 60%, et pour une entreprise, moins la TVA, je vous laisse faire le compte du prix d'un sourire que vous allez offrir à des enfants, puisque moi, mon objectif de base, c'est transmettre. Cet Open Day a été pour nous une grande découverte, pour ceux qui étaient autour, et ça a même permis de faire évoluer les règles. Vous parliez tout à l'heure, votre question était sur les règles. En théorie, nous jouons à 7 contre 7. Sauf qu'une des participantes, qui a une très très jolie voix, qu'on a bien entendue, ne pouvait pas jouer parce qu'elle avait des difficultés à jouer, C'est une des personnes qui va à Fontpéré aussi, mais elle n'a qu'un bras qui fonctionne. L'autre est un petit peu plus feignant, et elle ne pouvait pas faire les deux choses, faire une passe et garder le ballon. Wallis Alvan s'est mis derrière, lui a fait le moteur avec un deuxième fauteuil, en décidant de ne pas toucher le ballon et de l'aider à marquer un essai. De ça est sortie une modification des règles et peut-être 2-3 jours plus tard, il a dit mais là enfin on pourra jouer éventuellement non pas à 7 contre 7 mais à 7 contre 8 ou à 8 contre 8 avec un qui se sacrifie, qui fera les jambes, interdiction de toucher au ballon, interdiction d'intervenir, mais pour permettre à celui ou celle, et ça a été le cas, à quelqu'un qui ne peut pas faire une passe à deux mains, et qui ne peut pas non plus attraper le ballon, de marquer un essai. C'est ce qui a été le cas. Pour ton renseignement, on peut vous trouver sur quel site ? Donc on nous trouve en français et en anglais sur le site de la Fédération internationale, W7IB, W7 International Board, qui est quand même qui met en exergue un point de défaillance entre nous, soit dit. Ce sport est présent dans 40 pays dans le monde. C'est un brevet français. C'est un Français qui est propriétaire des brevets et qui les a mis en place. Wallis Alvan était obligé de s'expatrier un peu partout dans le monde pour monter les fédérations. Et maintenant que ça fonctionne à l'étranger, on s'est dit, ah oui, tiens, finalement, ce serait pas mal de le faire en France. Donc voilà, aidez-nous s'il vous plaît. Merci pour ces témoignages et de votre intervention dans l'émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets et le développement du rugby à 7 en fauteuil pour tous. Vous êtes les bienvenus, mais quand vous le souhaitez. Et tout de suite, place à la prolongation avec la Minute Olympique et le quiz en compagnie de nos invités Jean-Denis Ojeda, Omar Hassan et Fabien Soussierac. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation avec la Minute Olympique et le quiz en présence de nos invités Jean-Denis Ojeda, Omar Hassan et Fabien Soussierac. À 51 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, retour sur un fait marquant depuis la création des Jeux Olympiques modernes. C'est parti pour la Minute Olympique. Cap sur les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 et plus précisément sur l'athlétisme. Ambiance délétère dans le stade de Moscou pour l'épreuve de saut à la perche. À la fin de la compétition, le Polonais Władysław Kowiakiewicz se montre plus performant en franchissant une barre de 5,78 m. Un exploit indéniable puisqu'il bat le record du monde de la spécialité, mais peu apprécié du public qui n'a cessé de le huer à chacun de ses sauts. Le nouveau champion olympique se vengera en adressant aux spectateurs du stade un bras d'honneur qui engendrera un accident diplomatique entre la Pologne et l'URSS. Et maintenant, place au quiz avec nos invités. Je vais vous rappeler le concept du quiz. Ce sera du coup 3 questions avec 3 éléments de réponse pour chacun des sports. Donc le rugby, vous aurez des questions sur le golf des questions sur le rugby. Et ensuite, il y aura la question olympique. Il faudra être le plus rapide à taper sur la sonnette et le point comptera double. Nous allons débuter tout de suite avec les questions pour le rugby. En quelle année a été créé le Golf Club de Toulouse ? 1930, 1940 ou 1950 ? 1950. Bien joué, c'est la bonne réponse, c'est en 1950. Maintenant, question pour le golf, combien de clubs de rugby fauteuil y a-t-il en Haute-Garonne ? 1, 5 ou 10 ? 1.
Allez, continuons. Seconde question pour le rugby. Combien y a-t-il de structures de golf en Haute-Garonne ? 10, 15 ou 20 ? Ouais, tant pis, je me lance. 20. Oui, c'est ce que je dis, pas 20. Il y en avait 15. On continue pour les questions pour le golf. À combien de joueurs se joue le rugby fauteuil ? 7 ou 8. Il a écouté déjà la réponse. Hein. Non, pas du tout. Il a raison. Super. Tu peux avoir les jambes qui... Bonne réponse, c'était 7. Ça fait 1,5 point du coup. Hein. Aïe. Dernière question pour le rugby. Dans quel pays pratique-t-on le plus le golf ? L'Angleterre, la France ou l'Allemagne ? L'Angleterre. Question facile. Hein. Bien joué, c'était ça. Et dernière question pour le golf. Comment marque-t-on un essai en rugby fauteuil ? On aplatit le ballon derrière l'embut, on franchit la ligne d'embut, ou on doit faire une passe à un coéquipier dans l'embut ? Il l'a pas évoqué tout à l'heure, mais il a dit que c'était exactement les mêmes règles qu'au rugby. Donc, à mon avis, on aplatit dans l'embut. C'était la bonne ou quoi ? Donc on va passer à la question Jeux Olympiques. C'est là où la sonnette rentre en jeu. C'est une question de rapidité. Normalement, ça devrait aller vite. Combien de spectateurs pourront voir la cérémonie d'ouverture autour de la scène ? 200 000 ? Réponse A. Réponse B, 300 000 ou réponse C, 600 000. C'est Omar. Te trompe pas. 200 000. 300 000. 300 000. C'est une bonne réponse pour les golf qui remporte, on va dire, ce coup. Ah ouais, parce que j'avais un doute. Non, mais attendez. On a une botte magique au rugby, c'est bagarre générale. C'est la fin de cette 52e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport ? Fin du match. C'est la fin de cette 52e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif avec Nathan. Et on commence cet agenda du 2 au 9 juin avec du cyclisme et la Bruxelles Cycling Classic. Du 4 au 9 juin, du badminton avec l'Open d'Indonésie pour les hommes et les femmes à Jakarta. Du 7 au 12 juin, athlétisme, championnat d'Europe à Rome en Italie. Et du 7 au 9 juin, Formule 1 Grand Prix de Canada. Le 9 juin, motocross, MXGP de Lettonie à Kegums. Du 9 au 16 juin, cyclisme Tour de Suisse. Et du 10 au 19 juin, tir sportif avec la Coupe du Monde de shotgun à Lonato en Italie. Du 10 au 23 juin, de la natation avec championnat d'Europe à Belgrade en Serbie. Et on finit cet agenda du 12 au 16 juin avec du cyclisme encore avec la baloise Belgium Tour. Et Nathan, au programme de la semaine prochaine ? Eh bien, si je te parle d'un sport dont les équipes de France masculines et féminines sont championnes olympiques 2020, tu me dis ? Du handball ? Et oui, nous allons parler de handball. Ce sport dynamique se joue en salle ou en plein air, sur un terrain rectangulaire. Le but du jeu est de marquer plus de buts que l'équipe adverse en envoyant le ballon dans le but avec la main. Ce sport où la souplesse, l'endurance, la force et la vitesse sont les qualités les plus mises à l'épreuve. Le handball est apprécié par son rythme rapide, son intensité physique et sa stratégie élaborée. Il est pratiqué par des millions de personnes dans le monde entier, des amateurs aux professionnels. Et en seconde mi-temps, nous vous proposons de partir à la découverte de l'équitation. Ce sport élégant comme passionnant implique une coopération étroite entre l'homme et l'animal. Composé d'une multitude de disciplines, ce sport est inclusif, ouvert à tous, indépendamment de l'âge ou du niveau d'expérience. Ce sport favorise des compétences physiques comme l'équilibre, la coordination et la force musculaire, particulièrement au niveau des jambes et du tronc. Des compétences mentales sont aussi mises à l'épreuve, comme la concentration, la patience et la compréhension des animaux. C'est d'ailleurs un sport olympique inauguré à Paris lors des Jeux Olympiques de 1900. Mais pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Un grand merci à Jean-Denis Ojeda, Omar Hassan, Fabien Soussirac, Christophe Berthelot, Bernard Pujol et Didier Don pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport ? C'est la 52e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux et depuis un an déjà. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission depuis un an.
Merci à l'équipe technique pour le travail formidable qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission, à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci à François Guillou pour son apport musical à la Minute Olympique. Merci à Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduite de nous avoir donné leur confiance et de nous avoir permis de réaliser cette émission dans sa globalité. Merci Gauthier. Merci Nathan. Et merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.